Bonjour Yvan, Bonjour. Yvan Virukstraten. Alors c'est vraiment un plaisir de t'accueillir sur le podcast de Positive Changemakers dans le cadre déjà de cette troisième saison. Alors troisième saison un peu particulière car j'ai eu l'habitude d'interviewer plutôt des personnalités issues du monde associatif, entrepreneurial, dans des domaines comme l'éducation également. Mais donc pour la première fois dans cette troisième saison, en plus le timing ne tombe pas trop mal étant donné l'échéance des élections, tout va bien qui arrive tout prochainement. Mais où du coup je vais également aller à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont décidé de s'engager en politique à un moment donné. C'est la saison, hein, c'est la mode maintenant. Voilà, et donc tu as du coup l'honneur de te lancer comme tout premier invité. Yvan, tu es bruxellois d'origine, Oui. Si mes informations sont toujours bonnes, tu as 48 ans. Tu as dévoué les 20 premières années de ta carrière à entreprendre, on peut le dire ainsi. Tu as notamment fondé Divine Cuisine, une société qui produisait des plats préparés pour des grandes enseignes alimentaires plus précisément, mais également et surtout, c'est probablement pour cette entreprise que tu es le plus connu, Midi Market. D'ailleurs, en image, en film, ce podcast pour cette saison-ci, on voit ton premier magasin à Gosselies, tu me disais juste avant de commencer. Et tu as lancé du coup Midi Market en quelle année? C'était en Alors Gosselies, on l'a ouvert en décembre 2014. 2014, donc ça fait maintenant quand même quelques petites années. Ça s'est surtout rapidement développé. Vous avez continué de grandir et de croître et vous êtes rapidement devenu la première chaîne de parapharmacie en Belgique, au point, probablement ça ait certainement contribué, de te voir décerner le titre de manager de l'année en 2019. Alors Yvan, on l'a compris, je pense, tu es quelqu'un qui a besoin d'agir, tu as besoin de bousculer aussi un petit peu peut-être le marché, l'ordre établi, mais la politique c'est peut-être une arène où on t'attendait peut-être pas spécialement, mais c'est le choix que tu as fait il y a un peu plus d'un an, après avoir vendu Midi Market, et puis j'imagine avoir empoché une certaine somme d'argent. Tu aurais pu décider d'aller en Thaïlande sur une plage avec tes enfants et lancer quelques business à gauche et à droite, mais non. Je suis trop jeune pour ça, je me serais emmerdé. Je me serais emmerdé. Effectivement, visiblement, tu as choisi de te lancer un beau challenge parce que du coup, tu as rejoint un parti politique, mais pas n'importe lequel, les Engagés, anciennement le CDH, à un moment quand même où électoralement, le parti n'était pas spécialement, et n'est pas toujours, on verra évidemment aux élections, n'était pas spécialement dans ses meilleurs jours, un parti aussi qui a connu tout un processus de refonte. Donc tu as décidé quand même là de te lancer dans un milieu où d'habitude les chefs d'entreprise préfèrent un petit peu rester à part. Et donc ma première question... Il y a plein de questions. Oui, il y a plein de questions, mais ma première question, Yvan, elle est toute simple. Pourquoi te lancer là maintenant en politique ? Mais peut-être d'abord revenir 2 secondes sur ce que tu disais par rapport aux engagés. C'est vrai que quand j'ai décidé de rejoindre les engagés, je l'ai fait parce que le projet me plaisait. Vraiment, en relisant, j'ai lu le programme de tous les partis, puis je me suis dit lequel pouvait correspondre le plus à ce en quoi je croyais, et j'ai choisi sur cette base-là. Pas forcément la facilité, certains m'auraient dit, voilà, si tu vas au MR, par exemple, tu auras peut-être plus facile à être élu, mais moi j'étais convaincu que les défis climatiques étaient vraiment fondamentaux, on va y revenir, et donc à la limite, peu importe que le parti n'était à ce moment-là peut-être pas dans la meilleure position, et c'est vrai que dans les sondages, les résultats étaient assez mauvais. Je me suis dit, c'est pas pour ça. Moi, je suis un entrepreneur. Si je crois au projet, si je crois au produit, on va réussir à le faire remonter. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait depuis un an. Et on le voit quand même que maintenant, dans les sondages, l'image des engagés a changé. On était un nouveau mouvement, une start-up. Et cette start-up, on a commencé à la faire grandir. Et on va continuer à la faire grandir. Au niveau du projet, et l'autre grand chantier sur lequel on s'est mis, parce que le projet, ils avaient commencé à le refaire avant que j'arrive. Le deuxième grand chantier, ça a été de construire l'équipe. Et je reviens à ce que tu disais avant. En effet, si j'ai été manager de l'année, c'est parce qu'avec l'équipe de Midi Market, on a réussi à faire quelque chose de grand. En 10 ans, voilà, ça fait 10 ans. En 10 ans, on a créé une boîte qui fait 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a 100 magasins, qui a presque 1000 collaborateurs. Mais tout ça, je ne l'ai pas jamais fait seul. Et en politique, c'est ce que j'ai voulu recréer avec Maxime Prévost, qui est vraiment un chouette type que j'ai rencontré, en qui j'ai eu confiance. Et je me suis dit, je lui ai dit, une des choses qui me paraît vraiment essentielle, comme dans un business plan, quand on décide d'investir dans une société, on regarde ce qui a été écrit, puis on regarde aussi l'équipe, les femmes et les hommes qui le portent. Et pour moi, c'était fondamental de se dire, on va aller rechercher aussi, il y avait cette volonté chez Maxime d'aller rechercher des gens nouveaux pour incarner ce projet, pour le porter. Parce que c'était un nouveau projet, et le faire uniquement avec les anciens, c'était pas possible. Alors, c'est pas pour ça qu'on met les anciens à la poubelle. Au contraire, on a vraiment besoin comme dans une équipe de foot, on a besoin de joueurs expérimentés. Et de renouveler un peu. Et de renouveau. Mais donc ça, c'est vraiment le cœur de ce qui m'a amené chez les engageurs. Maintenant,
peut revenir à ta question si tu veux. Pourquoi la politique? Oui, effectivement. Ah ben voilà, effectivement, j'allais dire parce que là, sinon je ferais déjà le politicien. Voilà, j'ai bien compris effectivement que tu parlais, on va dire un petit peu de ton bilan depuis 1 an et demi chez les engagés, mais avant même de commencer à lire le programme politique des engagés. Pourquoi à ce moment-là, à 48 ans, tu t'es dit je vais me lancer là-dedans? C'est une super bonne question parce que c'est vrai que je me la suis posée longtemps et ça n'a pas été un chemin tout droit. J'ai d'abord commencé par parce que je suis pas capable de faire 2 choses en même temps, probablement parce que je suis un homme, donc j'ai commencé d'abord par vendre Medi-Market et puis avec la volonté de me retrouver sans rien. C'est pas la première fois dans ma carrière, j'avais déjà fait ça 1 ou 2 fois, dont une fois où j'ai la chance de partir faire un petit tour du monde avec ma femme et mes enfants, mais vraiment la volonté de se dire, voilà, je vais me retrouver devant une page blanche et puis réfléchir à qu'est-ce qui peut faire du sens, qu'est-ce qui a du sens. Alors, ça avait du sens pour moi de refaire de l'entrepreneuriat. J'avais envie de créer une sorte de start-up studio, donc aider d'autres à se lancer dans l'aventure, essayer de leur faire profiter un peu des erreurs que j'avais faites pour éviter qu'ils le fassent et les aider à avancer. Et ça avait tout à fait du sens, mais en même temps, prenant le temps, parce que je me suis donné le temps, je me suis dit, on va commencer par m'obliger à faire un quadri d'études. Mes enfants sont aux études, donc je dis, je vais faire comme eux, je vais me faire une sorte de master. J'ai cherché un master qui correspondait à ce que je voulais, je n'ai pas trouvé. Donc je me le suis créé moi-même. Alors l'avantage quand tu te le crées, c'est que c'est toi-même qui es le prof, donc tu es sûr de ne pas rater. Donc ça, c'est quand même un avantage. Mais je me suis vraiment fait des modules sur l'environnement, sur la sociologie, enfin voilà, toutes des choses qui me semblaient vraiment importantes. Et je dois dire que j'ai pris un peu une claque, quoi. Je me suis dit, tu as commencé à te former, si je comprends bien. Ouais, vraiment. Quand tu dis j'ai pris un quadri, tu as commencé à te renseigner, à lire. Voilà, et c'est incroyable sur Internet ce qu'on peut trouver comme cours en ligne aujourd'hui, comme tuto, comme podcast, mais vraiment, par exemple, j'ai suivi tous les cours de Jean Covici, que Jean Covici a donné à l'école des mines. Donc tous ces cours sont en ligne, je crois que c'est 9 modules de 2 heures. Donc ça faisait partie d'un de mes modules. Donc je me suis amusé à donner des noms aux modules, enfin peu importe, et des crédits. C'est juste pour la motivation d'être sûr de se lever à 7 heures du mat et de continuer à s'intéresser et à se motiver. Et en faisant ça et en rencontrant des gens, ça faisait aussi partie des choses que je voulais faire, toute une série de gens, et voilà, j'ai eu la chance d'avoir accès à des gens vraiment super intéressants. Je me suis dit, mais en fait, je peux pas rester dans ma bulle, quoi. Il y a un truc qui va pas, on est à un tournant de l'histoire. Enfin, ça, c'est vraiment ma conviction forte, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment à un moment charnière où on va devoir choisir vers où on va. Ou bien on continue dans le même modèle et je pense que ça nous mène nulle part, ou bien on se dit, OK, on reprend un petit peu de recul de nouveau et on ose peut-être autre chose, tenter les choses autrement et mettre d'autres priorités. Et par rapport à ça, je me suis dit, OK, moi je peux continuer ma vie confortablement d'entrepreneur, faire encore 1 ou 2 aventures, c'est chouette, ça va me passionner, mais il y a peut-être quelque chose, peut-être un challenge encore plus important, encore plus risqué, encore plus compliqué, que je ne suis pas du tout sûr de réussir, mais dans lequel en tout cas j'ai envie de m'investir à 200%. En pensant à mes enfants, quoi, en me disant, je n'ai pas besoin de gagner plus d'argent, qu'est-ce que de toute façon je ne veux rien leur léguer. Faut pas leur dire tout de suite, mais enfin, je veux absolument rien leur léguer. Et c'est pas important, c'est eux qui se feront, c'est leur vie à eux. Par contre, on n'a qu'à une responsabilité, parce que la chose qu'on est en train de leur léguer, et ça je voudrais pas non plus leur léguer, c'est plus aucune ressource naturelle, et au contraire, on les a mis dans l'atmosphère et on leur a foutu la merde. Et ça, c'est une responsabilité qu'on a aujourd'hui sur le monde qu'on a créé, qu'on est en train de leur donner. Et je me dis, peut-être que là, je peux apporter une petite pierre. Alors, je ne vais pas tout changer tout seul, mais une petite pierre pour avancer là-dedans. Si je comprends bien, donc à un moment donné, donc voilà, tu prends un petit peu le temps de te ressourcer, on va dire, de revenir un petit peu à l'essentiel, de rencontrer des nouvelles personnes. J'imagine qu'à ce moment-là, du coup, tu joues peut-être un petit peu avec l'idée de, tiens, la politique. Quels sont un petit peu les retours que tu as à ce moment-là, avant de te lancer, de ton entourage, de tes anciens collègues, peut-être de tes amis, de ta femme, de tes enfants? Alors ma femme, ce qui est sûr, c'est que depuis toujours, elle déteste la politique, elle la détestera toujours, et je le comprends parce elle doit être heureuse maintenant. Voilà. Mais à un moment donné, il a dit, écoute, voilà, tu en parles tellement, tu veux absolument, je vais pas t'empêcher de le faire non plus, je vais pas t'empêcher de faire ce qui te passionne ou ce qui te semble juste, même si pour elle, à titre personnel, ça serait quand même beaucoup mieux que j'en fasse pas. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas voulu aller directement vers la politique. J'ai d'abord voulu créer une ASBL pour faire pression sur le politique. En me disant, avec des amis, on s'est dit, on va créer une ASBL, on va obliger les politiques à prendre les décisions difficiles, mais nécessaires, que l'on doit prendre aujourd'hui, justement pour réorienter le monde dans une nouvelle direction. Et donc, on cherchait tous les stratagèmes pour mettre la pression sur le politique. Et puis à un moment donné, mon frère me dit, écoute Yvan, tu veux faire pression, la meilleure moyen c'est quand même de t'engager en politique, donc arrête de me casser les pieds, vas-y quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai passé le cap, que je me suis dit, ok, je vais m'intéresser à l'Europarti, j'ai rencontré l'un ou l'autre président de parti, et puis je me suis dit, voilà, c'est chez les engagés que je me sentirais le mieux. Mais vu que tu en parles justement, c'était une de mes questions suivantes, mais je vais déjà te la poser maintenant. Si ce n'était pas les engagés, quel autre parti aurait pu t'attirer ?
Alors certains disent parce que j'ai été patron que je devrais aller au MR, c'est pas du tout... C'est ça pas n'a ce pas qui été t'aurait possible en correspondu. fait. En tout cas pas le MR d'aujourd'hui. Et principalement parce que je veux sortir, vraiment ma conviction c'est qu'on doit absolument sortir de cette logique de lutte des classes et de partis qui sont représentants d'une caste, d'une catégorie de la population. Et aujourd'hui en discutant avec les gens du MR, clairement il y a la volonté de dire nous on défend ceux qui créent de la valeur. Très chouette de créer de la valeur. Mais ils ne sont pas là pour être défendus envers et contre tout, surtout contre les autres. Je pense que vraiment le drame de la politique aujourd'hui, c'est de vouloir opposer les riches, les pauvres, ceux qui travaillent pas, ceux qui... etc. etc. C'est pas comme ça qu'on fait le nucléaire, le renouvelable. Enfin, ça n'a aucun sens en fait d'opposer ces choses-là. Je pense vraiment qu'on doit être dans la capacité au jour d'aujourd'hui de créer quelque chose qui a de l'intérêt pour le bien commun. En fait, les partis devenant et le marketing politique nous pousse à ça, nous disent vous devez viser 15% de cette population. Voilà, ces 15%-là. Puis pour finir, on devient tellement l'avocat de ces 15%-là que le jour où on est au pouvoir, quelque part, on n'est pas prêt à renoncer à quoi que ce soit, on devient prisonnier alors de ces 15%-là. Moi, je suis prisonnier de personne. Pour l'instant. Sauf de mes convictions. J'espère que tu le resteras du coup. Sauf de mes convictions, et puis si les gens ne veulent pas voter pour moi, qu'ils ne votent pas pour moi. Mais en tout cas, ce que je ferai toujours, et donc il y a des moments où on dit non, dans l'effort commun, peut-être que ceux qui ont plus doivent participer plus, peut-être qu'à d'autres moments on dit non, par responsabilité, chacun doit porter sa pierre et donc doit travailler, et on ne peut pas rester indéfiniment au chômage. Ça ne fait pas faire société, faire partie de la société, c'est aussi une responsabilité. Donc je pense que ça permet de dire qu'à un moment donné, mais non, il y a des choses qui va plutôt être un discours de droite, en effet, peut-être pour certains, pour d'autres, peut-être plutôt un discours de gauche, mais c'est pas ça en fait, c'est qu'est-ce qui est juste et qui me semble faire sens dans une collectivité. On a peut-être oublié, comme Harari nous le disait, que la richesse de l'homme, c'est vraiment notre capacité à collaborer ensemble et à faire cause commune. Et c'est ça qui nous différencie de l'animal. Sinon, franchement, on n'aurait pas gagné. Effectivement, et les engagés, du coup, pour toi, parce que tu les as rejoints à un moment de refonte complète du parti, on suit évidemment aussi avec beaucoup d'intérêt les nouvelles personnalités qui sont un petit peu recrutées d'un petit peu de tous les bords politiques, grosso modo. Qu'en est-il du coup de la lisibilité par rapport au positionnement politique? Parce que tu le dis toi-même, effectivement, nous avons été habitués à tort et à travers à ce marketing politique, de viser surtout une certaine frange de la population. Là, les engagés, si j'entends bien, si on comprend bien, la volonté est effectivement d'être dans la nuance, d'essayer, on va dire, de parler à tout le monde et de s'intéresser à tout le monde. J'imagine que la volonté de recruter également des personnes d'un peu toutes les couleurs politiques, entre guillemets, venant de la société civile, est peut-être de servir d'exemple aussi d'un certain laboratoire politique. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez, et quel est le risque peut-être lié à ça par rapport à la lisibilité de votre offre politique le jour où vous allez vous présenter devant les lecteurs? Est-ce qu'on va savoir, ok, si je vote les engagés, je vote pour quoi finalement, ou pour quelle vision de la société? C'est une très bonne question. Je pense que on vient tous avec notre histoire. On vient tous avec notre bagage, avec ce qu'on a connu, avec ce qu'on a fait, nos forces, nos faiblesses. Mais on a un point commun, c'est qu'on veut la mettre au service quelque part d'une avancée commune. Je prends un exemple du monde de l'entreprise, parce que c'est vrai que c'est un monde que je connais bien. Imaginez-vous un conseil d'administration où il y aurait un administrateur qui a comme seul objectif de maximiser le rendement pour l'actionnaire et le dividende. Un autre administrateur qui aurait comme seul objectif de maximiser le salaire pour les employés. Un troisième qui aurait comme seul objectif de veiller à ce que les produits soient le plus comme ceci ou comme cela. S'ils n'avaient pas la volonté à un moment donné de faire avancer l'entreprise, la cause commune entreprise, simplement ce conseil d'administration serait ingérable. Cette boîte-là, elle fait faillite directement, et ça, tout le monde le comprend. Et par contre, en politique, on se dit, non, on va faire un gouvernement avec un gars qui pourrait avoir comme seul objectif de défendre une catégorie de la population, une autre catégorie, on va dire, qui serait peut-être plus proche de l'actionnaire, l'autre qui serait peut-être plus proche de l'employé, le troisième qui serait peut-être plus proche du produit qui doit être comme ceci ou comme cela ou le moins cher possible. En fait, faire une stratégie, c'est faire cause commune pour se dire, pour l'entreprise et les différents, comme on dit, stakeholders, parties prenantes, qui font partie de cette entreprise, de ce microcosme autour de l'entreprise, comment est-ce qu'on la développe et comment est-ce qu'on lui donne du sens? On ne fait pas une entreprise sans son personnel. On ne fait pas une entreprise sans assurer une rentabilité minimum. On ne fait pas une entreprise en ayant des produits qui sont illégaux ou injustes. Et donc, d'où qu'on vienne, quelque part, c'est un tout qu'il faut défendre. Mais du coup, parce que si on regarde l'exemple ici en Belgique, le gouvernement fédéral, un gouvernement à 7 partis politiques, justement, est-ce que
ce n'est pas ça le but aussi d'un gouvernement à plusieurs partis politiques, d'avoir un petit peu cette diversité dont tu parles du conseil d'administration? Oui, sauf quand il devient, parce que chaque personne est prête à faire la moindre concession, tout le monde vient avec son biais et ils se paralysent les uns les autres. Et aujourd'hui, quand on regarde même la communication, je ne prends pas parti là, je dis juste observons. Dans les journaux, la communication de tous les mandataires politiques. Ils sont plus en train de dire ce qu'ils ont empêché l'autre de faire qu'est-ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Que ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Et ça dit tout en fait. Donc c'est une question de culture politique. C'est une question de culture politique. Et aujourd'hui, on en est arrivé à un point. On a peut-être cru à un moment donné que le centre n'était pas nécessaire, etc., qu'on passait de droite à gauche. On a peut-être oublié quel était et peut-être que même nous-mêmes, c'est pour ça que c'était sain que Maxime ait le courage d'aller dans l'opposition, peut-être qu'on avait même nous-mêmes oublié quel était notre rôle aussi pour ça, de faciliter la possibilité de prendre des vraies décisions, de faire des vraies réformes. Aujourd'hui, on se rend compte que la gauche et la droite, comme deux forces, comme on l'apprend en physique, deux forces de même intensité, de direction opposée, qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas un compromis, ça donne zéro en fait. Et il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de réforme fondamentale. Alors je ne dis pas que c'est la faute des uns et des autres, je dis juste c'est un constat, c'est qu'on a besoin de réformes comme de pain, et on en a besoin comme de pain, et il ne se passe rien. Et donc là, fondamentalement, on doit vraiment repenser les choses. Alors je pense qu'on peut être une vraie pièce utile, un vrai liant par rapport à ça, une vraie capacité de remettre ce qui est fondamental au cœur de la discussion. Maintenant, voilà, si les autres le font tout aussi bien sans nous, moi, ça me va très bien. Je n'ai pas besoin d'être élu. Mais je me permets de rebondir sur la question que tu poses, finalement, ou l'élément, enfin l'interrogation que tu proposes, le liant, justement, comment est-ce que les engagés, du coup, comment est-ce que les engagés envisagent de jouer ce rôle de liant? Parce qu'on pourrait très bien simplement se dire, réinventons tous les partis politiques traditionnels, dont les engagés, évidemment, et réinventons la manière dont on communique, dont on prend des décisions, dont on fait équipe ensemble en politique. Mais là, du coup, vous, c'est quoi votre message? Quelle est votre vision par rapport à ce rôle de liant? Moi, en tout cas, si j'étais dans un gouvernement, ou si je pouvais aller dans un gouvernement un jour, j'aurais l'exigence d'aller que dans un gouvernement où on est là pour faire avancer les projets et on est là pour travailler ensemble, pas pour nous, pas pour notre parti ou pour maximiser le pourcentage qu'on fera aux prochaines élections, mais ensemble pour faire avancer la société. Et je crois que c'est d'abord et avant tout un angle d'attaque, c'est-à-dire c'est avant tout un mindset, un état d'esprit qu'on doit avoir, se dire mais non, on est là pour progresser, pour faire les réformes qui sont nécessaires. Et donc il n'est pas question, si on fait partie d'une équipe, de critiquer l'équipe non plus. Or aujourd'hui, depuis 2 mandatures, maintenant on se rend compte que systématiquement on a des présidents de partis dont le parti est au gouvernement, qui, la décision n'étant même pas encore prise ou l'encre pas encore sèche, sont déjà en train de la torpiller complètement. Comment est-ce que vous voulez faire un travail d'équipe à partir du moment où il y a le président d'un gars qui fait partie de votre équipe qui vous tire dedans avant même d'avoir pris la décision, ou quasiment au même moment que vous prenez la décision. Et donc là, c'est complètement débile, en fait. C'est une guerre de gamins, c'est une guerre de coqs, mais qui mène à rien, et je pense que les gens en ont complètement ras-le-bol, en fait, de ça. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Alors, est-ce qu'on y arrivera de nouveau? Je n'en sais rien, mais je pense qu'il y a quand même, dans tous les partis, des hommes et des femmes qui commencent à s'en rendre compte. On a chez nous aussi Vanessa Matz qui a dit qu'elle avait hésité à arrêter la politique, qui voulait bien le faire à condition qu'on mette en place une sorte de règle de fair play, qu'on se mette ensemble. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens, quoi. C'est pas celui qui fait le pipi le plus loin, enfin, quoique le pipi gate, c'est peut-être un peu à la mode, mais on n'est pas là. L'exemple est bien choisi. On n'est plus là-dedans, quoi. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. On est là pour gérer l'avenir de notre société, l'avenir de nos enfants, et on serait là à se battre comme si on était à la cour de récré, quoi. C'est effectivement un triste spectacle pour les citoyens qui font aussi que la confiance des citoyens y est de moins en moins et que même les gens croient de moins en moins malheureusement. Après, je vais prendre un contre-pied là-dessus. Bien sûr. Que, si tu permets, juste les citoyens. Oui. Les citoyens, parce que j'en suis aussi, et tout, on en est tous. Mais on est aussi putain de responsables. C'est vrai. Parce que chaque fois qu'il y a une dispute sur les réseaux sociaux, ça fait 250 000 vues. Quand vous mettez un projet concret, plus personne ne le lit. Donc le citoyen, il se plaint, mais d'un autre côté, il regarde que quand ça se fight. Alors, bon, c'est un peu parfois le serpent qui se mange la queue, donc sans vouloir critiquer, parce que d'abord, j'ai absolument envie qu'ils votent tous pour moi, donc ils sont tous beaux et gentils, mais quand même, le citoyen... Mais c'est pas le but de ce podcast, et j'apprécie ton authenticité, donc, effectivement, et c'est l'objectif aussi d'avoir des hommes et des femmes politiques derrière ce micro, parce que justement, comme tu le dis toi-même, on est tous des citoyens, et justement, on peut à un moment donné arrêter, entre guillemets, de se plaindre, et essayer du moins de changer les choses et d'agir, et donc
donc c'est pour ça aussi que tu as tout à fait ta place ici dans ce podcast. Mais j'aimerais juste revenir un petit peu sur tes débuts finalement dans la politique. On avait eu l'occasion d'aborder quelques éléments en off en préparant le podcast, mais j'aimerais revenir un petit peu là-dessus maintenant pendant ce podcast sur quelles sont les différentes choses qui t'ont choqué en fait quand tu es arrivé en politique. Parce que donc tu arrives, j'imagine, plein d'espoir. Alors évidemment, tu n'as pas encore vécu une vraie campagne, mais on est en préparation. Ça fait quand même 1 an et demi que tu côtoies la classe politique belge francophone, j'imagine majoritairement. Quels sont comme ça vraiment un petit peu les 2-3 éléments que tu pourrais nous partager qui t'ont un peu choqué ou surpris, où tu t'es dit ah oui, ça quand même, je pensais que ça serait peut-être aussi grave, mais pas à ce point-là. Alors, ou positif d'ailleurs aussi. Je veux rester dans le positif aussi. Il y a du pour, ouais, positive thinking, mais ou positive changemaker, mais non. Je pense que d'abord et avant tout, il faut dire, et j'en étais convaincu et je le suis toujours, c'est que dans tous les partis, que ce soit le nôtre ou ou les autres, il y a des hommes et des femmes de grande qualité. Et ça, je pense qu'il faut quand même le dire. Il y a des hommes et des femmes de grande qualité et qui travaillent énormément. Vraiment énormément, dans tous les partis. Alors, il y a aussi dans tous les partis des gros cons, des grosses connes. C'est comme dans toute parti et comme dans toute société. Mais fondamentalement, je pense qu'on ne peut pas stigmatiser toute la classe politique parce qu'on a vraiment des gens qui sont, en tout cas au départ, vraiment mus par la volonté de faire quelque chose de bien. Et globalement, c'est plutôt des gens qui sont là quand même pour le bien commun. Donc ça, c'est quand même important. Après, il y a quand même des choses étonnantes. C'est que le temps est très très long en politique. Ça, c'est pour un entrepreneur comme moi, c'est parfois une frustration énorme. Parce Quand tu parles de long, de prise de décision. Prise de décision, et avant d'arriver au concret, voilà, je veux dire, il y a plein de contraintes, quoi, et de plus en plus. Hein, je veux dire, si on prend un bête exemple, je lisais un article hier ou avant-hier qui disait que le canal entre Charleroi et la mer du Nord a été construit en 3 ans. Là, je ne sais pas à combien d'années on est pour le RER autour de Bruxelles. On n'a pas fait beaucoup de progrès, en tout cas dans la vitesse et notre capacité à mettre en place des éléments structurants comme celui-là qui seront nécessaires pour la transition. Donc ça, c'est un élément qui parfois est frustrant et difficile. Et à quoi est-ce dû, selon toi, justement, selon l'analyse que tu en fais pour l'instant, cette longueur finalement de la décision politique ? Je pense que d'abord, il faut élaborer les idées, les faire connaître. Et puis, il faut essayer d'être élu. Et puis après, il faut faire un compromis qui est très long. Et puis la mise en œuvre, avec aussi un réflexe, et on en revient un petit peu aux citoyens aussi, on a notre part de responsabilité, dans le RER par exemple, personne ne le veut chez soi, quoi. Et donc sur le nombre de recours qui sont les uns derrière les autres, avec une juridictionnalisation peut-être de certains rapports, qui est devenu parfois compliqué. Donc il y a aussi dans la population, je pense, un équilibre à retrouver entre mon intérêt et mon droit individuel et ma liberté individuelle et en même temps l'intérêt commun. Je pense qu'on doit aussi rééquilibrer. On a peut-être c'est toujours un mouvement de balancier. Peut-être qu'on a été un tout petit peu trop aujourd'hui vers l'individualisation et qu'on devrait pouvoir revenir vers quelque chose d'un peu plus commun. Troisième élément peut-être qui est vraiment important, enfin qui m'a surpris quelque part au niveau de la politique, c'est la dynamique. C'est vrai que quand on est assis autour d'une table, comme ici dans une entreprise, on va essayer d'échanger pour trouver la meilleure idée à mettre en œuvre. En politique, c'est pas exactement ça la dynamique. Si on est d'accord sur 90%, déjà on va parler que des 10% sur lesquels on n'est pas d'accord. Donc on va se focaliser là-dessus pour que je puisse te montrer qu'évidemment je suis beaucoup plus malin que toi et que évidemment mon idée est bien meilleure. C'est du second degré, je tiens à préciser. Que évidemment mon idée est bien meilleure. Et donc on est dans une dynamique où on va plutôt essayer de ressortir, d'un petit peu créer la différence et de ressortir comme étant meilleur que l'autre. Alors que fondamentalement, on serait beaucoup plus efficace si on co-construisait quelque chose ensemble, parce qu'il y a beaucoup plus dans 2 têtes que dans une. Et quand tu parles de ça, tu parles, excuse-moi, de discussion entre 2 personnes de partis différents ou... Principalement de partis différents, mais parfois il y a même de la politique, et il y a quand même, il faut aussi le dire, au sein même, voilà, à l'interne des partis, il y a quand même une certaine concurrence pour obtenir les meilleures places sur les listes électorales, etc. Donc il y a et puis il y a simplement ce biais. Une fois qu'on est dans un monde où toute la journée au Parlement, à la télévision, on doit toujours avoir l'air d'assurer et de savoir qu'on peut avoir une déformation de la manière dont on voit les choses. Et je pense que ça, il faut être très attentif à cet aspect-là. Ok. Et par rapport du coup à cette confiance en politique, justement, on en parlait tout à l'heure, tu disais voilà, effectivement, les citoyens perdent confiance, mais aux citoyens également éventuellement de se retrousser les manches. Maintenant quand même, quels seraient selon toi les 2-3 éléments sur lesquels la classe politique pourrait travailler pour justement ne pas effrayer toutes celles et tous ceux qui ont envie de se lancer? Toi, tu as fait le saut il y a 1 an et demi. Peut-être qu'à un moment donné, tu t'es déjà dit après 6 mois, oulala, je ne sais pas si tu as eu déjà ce genre de moment, ou si tu en as peut-être encore maintenant 1 an des élections, c'est peut-être
pas le moment, mais qui sait. Comment rétablir finalement un petit peu cette confiance? Tu m'as déjà un peu parlé de cette culture politique. Maintenant, ça se change pas non plus en un an ni en deux. C'est comme une culture d'entreprise, même si ici on est à une échelle encore plus systémique. Quels seraient pour toi un petit peu les 2-3 ingrédients, j'ai envie de dire, sur lesquels on pourrait travailler? Alors, je mentirais si je disais que je n'avais pas eu de moment de doute. Hein. Je veux dire, et j'en ai encore régulièrement. Parfois, je dis, mais dans quel merdier je me suis mis? C'est vrai que c'est parfois... Alors, c'est aussi passionnant, aussi enrichissant d'être au contact des gens, d'essayer de faire quelque chose pour eux, que parfois désespérant de se dire, j'y arrive pas ou j'avance pas, et je me prends des coups pour rien, je serais beaucoup plus tranquille à faire autre chose. Donc, honnêtement... Si la politique ne sert à rien, franchement, il n'y a aucune raison d'en faire. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses beaucoup plus amusantes. Ce qui donne son sel et la passion, c'est de se dire qu'on peut être utile. Et donc ça donne l'envie de le faire. Donc voilà, c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps de me dire ça. Après, pour la systémique, je pense qu'un des éléments qui pourrait être intéressant et qui fait en tout cas partie de notre programme, c'est de limiter le nombre de mandats dans le temps. Je pense qu'il y a ce risque de déformation de la manière dont on voit les autres, dont on voit la relation, et avec la volonté aussi de toujours être sûr de pouvoir être réélu. À partir du moment où vous limitez dans le temps le nombre de mandats que vous pouvez avoir, je pense que vous restez plus en contact avec la réalité, vous restez plus indépendant, autonome par rapport à ce besoin d'être politique. Alors même si c'est pas facile, hein, justement, après avoir été politique, de revenir dans la vie normale, de retrouver un job, mais limiter le nombre pour directement se dire, voilà, vous faites ça, mais vous faites ça pour un temps, vous êtes au service d'une cause, c'est pas au service c'est pas votre carrière, c'est en fait un service que vous donnez à la société quelque part. Vous y collez un nombre dessus sur ce... Oui. Sur donc c'est 3 mandats législatifs maximum et 2 mandats exécutifs maximum. Consécutif ou peu importe Peu importe. Peu importe. Mais cette question-là, évidemment, sur papier, elle est toujours très attractive. Par contre, malheureusement, quand on entend les argumentaires des uns et des autres, que ce soit chez les engagés, mais également dans d'autres partis politiques, moi, souvent, je me dis, OK, alors tout le monde en parle, tout le monde pense que ce serait la bonne chose à faire, mais personne n'est vraiment d'accord en fait là-dessus. Hein. Il y a peut-être 20% qui crient que ce serait une bonne idée d'en avoir 3, d'autres qui disent avoir de l'expérience en politique, c'est super parce que ça permet d'avoir une certaine continuité. Et donc, est-ce qu'on y arrivera un jour? En tout cas, nous, on l'a mis maintenant dans le statut. Donc, si vous avez la majorité absolue. Non, on se l'appliquera à nous-mêmes, même si, à partir de maintenant, on commence à compter les mandats et on limitera le nombre de mandats. Moi, je pense que évidemment, il y a l'argument de dire qu'il faut... Et donc, c'est pour ça, moi, je ne suis pas pour le jeunisme. Vous savez, si je n'avais pas eu des Catherine Fonck ou des Maxime ou d'autres qui m'orientaient, qui me donnaient des conseils depuis que je suis là, je serais complètement perdu. Mais ça, c'est le propre de toute entreprise. C'est le propre de toute société ou de tout job, en fait. Alors, on me dit, oui, il faut 5 ans pour apprendre à être un bon parlementaire. Bon, je suis halluciné de me dire qu'il faut 5 ans pour ça. Je veux dire, en 5 ans, moi, j'avais déjà fait... J'avais 600 personnes chez Meli Market et j'avais compris le business. Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'il faut peut-être 5 ans? Qu'est-ce qui est mis en place pour qu'il ne faille pas 5 ans? Ça, c'est une excellente question. Quelle est la volonté qu'a un politique à se dire, dès le départ, j'essaie de faire grandir autour de moi d'autres femmes et d'autres hommes qui seront là pour me remplacer. Moi, je crois que c'est ça qui est fondamental. Dès que j'ai commencé Medi Market, je me suis posé la question tout doucement de me dire, mais comment est-ce que je peux ne pas devenir indispensable? Et en politique, on continue à me dire qu'il y a des gens qui sont là depuis 40 ans, qui sont toujours indispensables. C'est hallucinant, en fait. Moi, dans ma carrière, je me suis déjà rendu compte, j'avais peut-être un peu ce biais-là à un moment. Un jour, on part, justement, quand on est parti en tour du monde, j'avais peur de lâcher la boîte que j'avais créée. Et ma femme me dit, tu verras, dans 15 jours, on t'aura oublié. Alors, j'ai l'orgueil de dire que j'ai encore reçu un mail 3 semaines après. Mais en effet, on m'avait oublié, on m'avait remplacé. Et on m'avait remplacé par quelqu'un qui a d'autres qualités et d'autres défauts. Moi, j'avais transmis ce que j'avais de meilleur, mais aussi ce que j'avais de moins bon. Et la personne qui m'a remplacé, elle est venue avec autre chose. Et je pense que pour l'entreprise, c'est riche. C'est riche de ne pas rester tout le temps avec les mêmes personnes. Et pour la personne, c'est riche de passer autre chose et d'apprendre autre chose. Sinon, on arrive dans un certain confort. Moi, j'aime pas le confort. Je préfère apprendre, je préfère avancer. Et je suis convaincu qu'en politique, on peut faire une transmission, on peut former. Ça n'est pas du tout assez. Ça devrait faire partie vraiment de l'ADN des politiques de se dire comment est-ce que j'essaie de faire grandir le gars qui sera meilleur que moi et qui pourra prendre ma place. Effectivement, sans vouloir prendre plus position que ça, mais il est évident que tout ce que tu viens de dire par rapport au renouvellement du politique paraît effectivement comme une recette, on va dire, un ingrédient
essentiel. Hein, donc des personnes effectivement qui sont en politique, qui sortent, qui reviennent avec chaque fois une expérience professionnelle différente, probablement pourraient enrichir non seulement le débat démocratique, mais également apporter des points de vue des fois qui sont pas toujours représentés, parce qu'on parle effectivement beaucoup d'assemblées citoyennes, etc. Donc j'ai souvent un peu l'impression qu'avec ça, on essaie un petit peu de combler finalement les manquements de la classe politique qui est censée déjà représenter les citoyens. Mais voilà, ça c'est, je vais pas te lancer sur cette question-là. J'aimerais plutôt peut-être revenir sur les élections qui s'approchent là tout doucement, parce que je l'ai pas encore dit en introduction. Tu es tête de liste à l'Europe pour les engagés. Ce n'est pas rien. L'Union européenne est depuis des années, parce que voilà, je suis un passionné d'Europe aussi, donc ça fait des années finalement qu'on dit que l'Europe est en crise, etc. Donc j'aime même plus dire que l'Europe est en crise, mais en tout cas, tu sais mieux que moi probablement maintenant que les défis qui sont devant nous, que ce soit en Belgique, l'Union européenne, le monde, le contexte géopolitique, etc., sont énormes. D'accord, mais j'aimerais quand même te poser la question, pourquoi aller au sein de l'Union européenne, pourquoi essayer d'être parlementaire européen quand on voit ton profil et ton pragmatisme, tu parlais de temps long justement tout à l'heure aussi, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux ou peut-être mieux pour ta santé mentale, si je peux le dire ainsi, de te lancer dans les élections communales et d'essayer d'avoir un impact concret, pratique et le plus rapidement possible? Je dis pas que c'est vite en politique communale non plus, mais en tout cas on serait peut-être dans quelque chose de plus pragmatique. Donc ma première question, pourquoi l'Europe? Alors, je vais d'abord rebondir sur ta dernière phrase, qui est pourquoi pas la commune. Oui. Je pense que le mandat communal est vraiment un mandat super intéressant, parce que c'est un mandat de gestionnaire. Vraiment, au quotidien, on voit les conséquences de ses actes, et la commune, c'est vraiment une entité. Enfin voilà, c'est quand même une grosse entreprise en fait. Hein. Il y a beaucoup de personnel. Comment est-ce qu'on a un meilleur service aux citoyens, etc., etc. Comment est-ce qu'on gère une commune? Je pense que c'est un des plus chouettes jobs politiques. Mais c'est pas celui qui me parle. Moi, gérer, je l'ai déjà fait. Si je veux gérer une entreprise ou gérer et faire avoir de l'impact et construire quelque chose avec une équipe, je peux le faire dans le privé. Je l'ai fait dans le privé, je peux encore le faire dans le privé. Et donc, c'est très excitant, c'est très chouette, mais je ne pense pas que c'était ça qui avait le plus de sens pour moi. Par contre, faire advenir des changements systémiques qui sont nécessaires pour réorienter les choses, c'est vraiment ça qui me kick ou qui me botte ou qui me donne envie, qui me donne la passion de m'engager ou l'envie de m'engager en politique. Et ça, c'est plutôt au niveau européen, même si le temps y est plus long, même si c'est plus éloigné que ma vie antérieure. Donc je comprends 100% ceux qui ont envie et qui font parfois l'addition entre de la gestion et de l'impact direct au niveau communal et en même temps de la réflexion sur un peu plus long terme à un niveau supérieur. Je comprends très bien qu'ils aient besoin des deux. Moi, si je me suis engagé en politique, c'est pas pour faire de la gestion au quotidien, même si ça m'intéresse, mais c'est quand même pouvoir essayer de mettre des choses qui sont plus structurelles en place et faire des changements qui sont plus structurés. C'est pour ça que j'avais envie d'aller à l'Europe, pas du tout pour aller m'y planquer ou y dormir, ça j'aurais pu le faire autrement. Oui, parce que c'est souvent le genre de poste qu'on donne aux planqués, si on peut le dire comme ça. À planquer ou en fin de carrière, on va dire ça comme ça positivement. Pour le dire joliment. Positivement en fin de carrière. Non, c'est vraiment parce que je suis convaincu que ce qui a du sens pour moi aujourd'hui, de ce qui me donne envie, c'est de me battre pour ces changements structurels-là. C'est pas mieux ou moins bien, c'est autre chose en fait. Et ça t'effraie pas quand tu vois un petit peu la longueur du monde politique, du temps politique? Oui, l'Union européenne. Ça peut effrayer et en même temps, c'est effrayant parce que le potentiel est énorme. Je veux dire, ce qu'on est capable de faire, et je pense qu'on est vraiment à un moment charnière au niveau de l'Europe. Alors, l'Europe est en crise, oui. Je trouve qu'elle a commencé à prendre un tournant ces 5 dernières années. Alors, j'y étais pas, donc je peux le dire avec aisance, qui est meilleur que ce qui avait fait les 10 années précédentes, en tout cas. On se rend compte qu'il y a quelques éléments, qu'il y a deux tendances qui sont quand même aussi en train de se battre au sein de l'Europe, ceux qui sont vraiment les tenants encore purs et durs du libre-échange et du marché unique et qui ont uniquement ça à la tête, et puis ceux qui se disent mais non, mais en fait on a quand même des valeurs et un modèle de société qu'on veut défendre et qu'on veut protéger et qu'on veut faire avancer. Et que ce soit avec les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, que ce soit avec les taxes carbone ou les quotas carbone au niveau européen, que ce soit avec les mécanismes d'ajustement sociaux aux frontières, en se disant mais quel est le rôle social que l'Europe peut aussi jouer face à cette mondialisation? On a eu les prémices. Alors on ne fait pas grand-chose avec des prémices. Mets le pied dans la porte. Et maintenant, je pense ce dont l'Europe a absolument besoin, c'est un maximum de gens qui veulent rentrer dans cette porte, l'ouvrir, pour que plus jamais on ne puisse la refermer. Et vraiment, essayer de passer dedans. La brèche est là, à nous de l'écarter, à nous de l'agrandir. Ok.
Voilà. C'est clair dans ta tête. C'est clair dans ma tête. Je suis chaud en tout cas. Je suis chaud pour Oui, ça. c'est ça, parce que du coup, on parle un petit peu de modèle, etc. Changer de modèle aussi. Donc le PIB comme unique indicateur de richesse ou de bien-être, etc. du pays. Donc tout ça aussi, c'est quelque chose, il me semble, dont les engagés veulent se débarrasser aussi ou se débarrasseraient bien. Quels sont un petit peu pour toi les éléments essentiels que tu as envie d'amener du coup au sein de cet hémicycle européen? Si tu pouvais comme ça nous en partager 2-3, tu serais heureux si au bout de 5 ans, tu as contribué peut-être sur ce sujet-là ou ces 2-3 sujets-là. Alors je serais heureux parce que je vais d'abord être réaliste en fait. Je pense qu'on doit d'abord rendre l'Europe plus forte pour qu'elle puisse de nouveau peser dans le concert des nations. Et la rendre plus forte, c'est lui rendre son autonomie, entre autres, et être beaucoup plus stratège. Je pense que pendant des années, on a vécu sur nos acquis au niveau européen et qu'aujourd'hui, l'Europe ne représente plus grand-chose dans le concert des nations. Et c'est vraiment un drame. On ne représente plus grand-chose dans le conflit israélo-palestinien, on ne représente plus grand-chose au niveau économique dans les grands combats qu'il y a entre la Chine et les États-Unis. Et donc, la première chose à faire, c'est récupérer l'autonomie. Récupérer l'autonomie parce que si on n'est pas autonome, on ne sait pas négocier. Je prends juste un exemple. On a vu von der Leyen il y a quelques semaines qui nous dit la Chine fait du dumping au niveau des voitures électriques. Et on se rend compte quelques jours plus tard que même l'industrie automobile, qui est une industrie forte, européenne, n'ose pas rentrer dans le jeu de peur de mesures de rétorsion de la part de la Chine, en se disant non mais si on essaye de faire respecter le droit, en fait, si on essaye juste de veiller à ce qu'on ait un niveau de compétition qui soit juste, c'est-à-dire que tout le monde joue avec les mêmes règles, c'est 11 joueurs par équipe, pas 13 d'un côté et 11 de l'autre, on a peur que les gars ils vont nous punir encore plus fort. Tant que vous resterez dans cette dynamique-là, tant qu'on restera dans cette dynamique-là, on ne pourra jamais imposer notre modèle de société. Donc la première chose à faire, c'est de voir comment est-ce qu'on peut redevenir autonome. Alors redevenir autonome, c'est en partie réindustrialiser, en partie trouver d'autres sources, donc au niveau énergétique, veiller à avoir des sources énergétiques qui nous sont propres, ou en tout cas augmenter notre autonomie, entre autres avec des énergies qui, by the way, seront moins carbonées, mais c'est aussi mieux négocier. Donc veiller à ce que demain, on n'ait pas un seul fournisseur qui nous amène 80% de notre gaz. Donc c'est aussi veiller comme Européens à avoir multi-fournisseurs sur toute une série de choses. C'est améliorer la défense européenne. Tant qu'on n'aura pas de capacité de défense propre et qu'on sera dépendant des États-Unis à chaque fois qu'il y aura des questions qui sont relatives à l'armée, on sera dans l'embarras. On ne pourra pas assumer quelque part nos positions. Une défense européenne, du coup. Et une défense européenne, entre autres. La défense européenne aussi, c'est le genre d'élément, on en parle depuis 20, 30 ans. Mais ce qui est dramatique. Il y a l'OTAN, il y a le lien avec les États-Unis. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tout le monde en parle, comme limiter les mandats dans le temps, personne ne le fait. Voilà, juste pour revenir sur la défense européenne, okay. Moi je me souviens, il y a 12 ans, je faisais mon premier stage dans une ambassade belge à Paris. On parlait de ça, on parlait de la défense européenne à l'époque. On est 12 ans plus tard, tout le monde en parle toujours. On a une crise à nos frontières en Ukraine, on a un conflit israélo-palestinien. Yvan, on compte sur toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur les réseaux sociaux, on dirait « Allô » quoi. Exactement. Je pense que c'est un truc de fou parce que, en plus, on dépense beaucoup au niveau de la défense, de notre politique de défense. Mais le problème, c'est que notre efficacité pour 1 euro investi est tellement plus faible que l'efficacité d'1 dollar investi. Donc, c'est juste du bon sens. Aujourd'hui, quand on regarde au niveau européen l'argent qui est mis au niveau de la défense, on devrait être proche des États-Unis, meilleur que la Chine, enfin, devrait vraiment être nettement meilleur que les Russes. Le problème, c'est que pour 1 euro investi en Europe, on a un rendement qui est 10 fois plus faible qu'1 dollar investi au niveau des États-Unis. Et on sait pourquoi? Et pourquoi? Parce que simplement, on n'a pas de cohésion. D'abord, on n'investit pas dans les bonnes choses. On a encore des armées qui datent d'il y a très longtemps, donc on n'investit pas suffisamment dans le matériel, dans les infrastructures. Et en plus, quand on investit dans les infrastructures, chaque Européen va investir 3 avions de ce type-là, 2 chars de ce type. Si on regarde le nombre de chars que l'on a, le type de nombre de modèles, on a, je crois, 6 ou 7 fois plus de modèles que les États-Unis. Et donc, en n'étant pas intégré, on est juste moins efficace. Et donc, c'est complètement débile. Alors, on a aussi, sur certains, et certainement en Belgique, c'est vrai qu'on a quand même un tout petit peu limité nos budgets, mais globalement, plus encore que le budget sur lequel on va quand même devoir investir un tout petit peu, c'est l'efficacité. Et pour ça, la cohérence d'une Europe de la défense, c'est tellement évident, en fait, que je ne comprends pas comment c'est possible. Donc,
Oui, alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Alors je pense que l'histoire peut parfois nous aider. Je pense que pendant tout un temps, chute du mur de Berlin, etc., on s'est dit, on est à l'abri de tout. On est à l'abri. Les États-Unis sont là. Et voilà. Et donc peut-être que c'est le momentum d'amener Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience. Et c'est pour ça que je dis qu'on est à un tournant, un moment charnière de l'histoire. Pour terminer un petit peu sur le futur mandat européen qu'on te souhaite, mais évidemment l'électeur se prononcera, quel genre de député européen as-tu envie d'être dans ta façon de communiquer, dans ta façon de gérer tes sujets. Donc c'est plutôt une question liée à quel genre de député européen est-ce que tu t'identifies peut-être. Je ne sais pas s'il y a des exemples dans l'hémicycle que tu veux nous partager. Il y en a plusieurs. Enfin, moi j'aime bien Raphaël Glucksmann par exemple. Je pense que c'est du parti c'est PS. Lui, PS, enfin assimilé PS, c'est Place Publique. Je pense que c'est quelqu'un qui a une vraie vision, qui a eu un vrai combat, par exemple, pour les Ouïghours et pour le devoir de responsabilité des entreprises. Je pense qu'il a une manière de communiquer qui est très claire. Je pense qu'il porte des valeurs qui sont intéressantes. Plus proche de nous, peut-être, je pense que Guy Verhofstadt est vraiment quelqu'un qui, au niveau européen, alors je n'ai pas toujours apprécié comme Premier ministre, mais a une prise de conscience et a porté des choses au niveau européen qui avaient vraiment du sens. Et sinon, je pense que von der Leyen, dans sa capacité à prendre les gens et à les amener ensemble sur un projet comme le Green Deal a été une vraie capacité de faire cause commune pour le bien commun. Donc je pense que là, par exemple, j'ai trois personnalités qui me viennent comme ça. Bon, je n'avais pas préparé la question. Non, ça fait plaisir au PS, ça fait plaisir à l'OpenVLD. et quand même au PPE, à nos amis allemands. Mais voilà, je pense que c'est... De nouveau, c'est une question d'hommes et de femmes, je veux dire. Sûr. Et pour revenir à ce que tu disais, donc c'est une Europe plus forte, mais pour porter quelques combats. Donc moi, je ne serai pas le parlementaire qui va tout changer. D'abord, ça c'est sûr, mais pas tout changer tout seul, mais pas non plus tous les sujets. Donc moi, j'ai envie de me focaliser. Une fois qu'on a une Europe qui est plus autonome stratégiquement dans les secteurs stratégiques, on en a identifié 6, santé, agriculture, énergie, etc., défense, on en a parlé, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on peut... travailler, moi c'est ce qui m'intéresse le plus dans la systémique du commerce international. Donc moi ma conviction c'est qu'on doit rechanger le commerce international pour faire primer les valeurs auxquelles on croit, et c'est pour ça que je crois vraiment à ces mécanismes d'ajustement aux frontières qui permettent de dire si vous croyez à l'environnement, on ne va pas laisser un gars faire du dumping environnemental et nous battre systématiquement. Parce que si on a ça, on est systématiquement tiré vers le bas. Et si on est tiré vers le bas, on n'arrivera pas à faire les progrès, on n'arrivera pas à relever le défi environnemental comme on doit le faire. Et donc pour ça, il faut mettre en place les structures, et ça se fait au niveau européen, qui permettent de protéger, quand je disais protéger un modèle de société, c'est un modèle de société qui est plus durable. Et donc on dit, non, pour nous, les limites environnementales, c'est un facteur sur lequel c'est non discutable. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Ça s'impose, mais on doit l'imposer chez nous, en Europe, et par rapport aux autres, mais aussi par rapport aux autres. Donc un retour à d'une certaine forme de protectionnisme, avec par contre la volonté de protéger nos valeurs. Voilà, alors c'est pas un protectionnisme en disant aux autres tu peux pas venir chez moi, mais c'est un protectionnisme en disant si tu viens chez moi tu dois respecter mes règles. Et en tout cas tu vas pas me faire avoir ou m'empêcher moi d'avancer parce que toi tu as décidé de faire de la merde. Ok. Et donc je crois que là, pour moi, c'est tellement l'évidence. Aujourd'hui, pendant des années, ces dernières années, on s'est focalisé beaucoup sur les émissions qu'on faisait en Belgique ou en Europe. Mais en fait, on s'en fiche complètement des émissions. Enfin, je s'en fiche. Non, ça fait partie de l'équation. Oui, bien sûr. Mais si ce n'est que pour déplacer nos émissions, les amener ailleurs et importer des produits qui ont été faits en polluant énormément dans l'atmosphère, cela n'a pas de sens. De même, les conditions sociales qu'on a défendues et qui ont été défendues pendant des décennies en Europe, où on a progressé en termes de lutte sociale, si on les contourne complètement en faisant produire nos produits par des sociétés qui emploient des enfants, qui ne respectent pas le salaire minimum de l'extrême pauvreté, on est responsable de ça. Alors certains vont me dire, oui, mais il y aura de l'inflation. Ben, on s'en fout. Je suis désolé, mais à choisir, moi je préfère qu'il y ait un peu d'inflation, qu'on doit peut-être consommer un peu moins, plutôt que d'abuser quelque part d'enfants ou de gens qui sont en l'extrême pauvreté, qui n'ont même pas de quoi vivre, boire et manger. Je pense que ça n'a pas de sens. Et qu'on doit on doit redevenir conscient que ce n'est pas parce qu'on fait faire ces choses qu'on n'accepterait pas chez nous ailleurs, qu'elles ont moins de sens, que ça devient acceptable. Et donc je pense qu'on doit vraiment, et je crois que le momentum est là, je crois que la prise de conscience est là, les mentalités sont en train d'évoluer, mais du coup il faut adapter notre système économique à ça. Et donc ça veut dire que la main invisible, on ne peut pas la laisser toute seule, on doit réguler le marché avec la main bien visible des choix politiques. Et c'est ça qui est fondamental, c'est-à-dire quels sont les choix politiques qu'on porte et comment est-ce que je vais imposer ces choix politiques
qui sont simplement les règles qu'on veut imposer. Est-ce que cette analyse-là de la société, est-ce que tu as l'impression que ça commence à être partagé par tous les partis politiques ou par toutes les tendances politiques? J'entends par là que j'ai l'impression, en tant que citoyen, vraiment très modestement, que tout ce qui est centre-gauche, le mouvement écologiste, ça fait longtemps finalement qu'ils en parlent, qu'ils sont conscients de ce changement de modèle. Quid un petit peu de toi, toutes les impressions par rapport à la droite en Belgique et même peut-être ailleurs, des mouvements libéraux ou autres? Je pense qu'on a... Alors, juste par rapport aux écologistes, je pense qu'il y a une prise de conscience, qu'ils ont joué un rôle très positif dans la prise de conscience de l'importance de ces débats-là et de l'importance aussi de l'humain. Je pense que là, il y a vraiment un rôle très positif qui a été fait par les mouvements écologistes, pas forcément par les partis écologistes, mais par les mouvements écologistes et par la société civile qui est souvent liée. Je pense qu'ils ont été moteurs de progrès par rapport à ça. Il y a parfois un peu de naïveté dans la manière de le mettre en place. Parce que si on veut, il ne suffit pas de le dire pour que ça se fasse. Et pour que ça se fasse, il va falloir changer les règles et veiller à ce qu'elles soient respectées. Et là, il y a un peu un péché de la part de ces mouvements-là, je pense, dans une vision qui est un petit peu trop individualiste en disant « mais toi, tu dois changer ». Alors que non, tu ne peux pas changer. Si le système ne change pas, tu ne peux pas changer. Comme en psychologie, il y a la psychologie individuelle, mais la psychologie systémique. Ça, c'est pour les partis de gauche, et c'est pour ça que moi, je ne m'y retrouve pas en grande partie de temps en temps, même si on peut très très bien discuter et avoir les mêmes objectifs par moment. Par rapport aux partis de droite, je vais dire en Belgique, ça va encore. En Belgique francophone, ça va encore, même si par moment, on a l'impression qu'une partie du MR devient un peu un parti conservateur rétrograde. Alors je dis bien une partie, je pense qu'il y a encore plein de gens au MR qui sont pas du tout dans cette logique-là, qui restent des réformateurs, mais il y a toute une autre partie. Comme des gens que vous avez recrutés récemment, par exemple, j'espère. Comme par exemple Jean-Luc Cruc, pour en citer un, qui est vraiment quelqu'un qui a le libéralisme, lui, il dit libéral social et vert. Je pense qu'il a ça fondamentalement en lui, et je pense qu'il y en a d'autres au MR qui ont vraiment cette logique-là. Si on voit un peu plus large et qu'on dézoome au niveau européen, on se rend quand même compte que, et certainement dans la partie est de l'Europe, alors même si on a eu une bonne nouvelle en Pologne là, il y a quelques jours, on se rend compte que le repli nationaliste est vraiment là, quoi, et qu'il y a un danger de passer comme je te disais, d'un protectionnisme qui dit on va mettre des règles qui s'imposent et nos valeurs et les défendre de manière positive, à un repli qui ressemble plus à un rejet de l'autre. Et là, on est dans une dynamique qui est totalement autre, en fait, de peur, et pour lesquelles on vient sur des solutions faciles où la faute est forcément la faute de l'étranger, forcément la faute de l'autre. Et c'est vrai que c'est quand même un mouvement qui est dangereux. La seule manière, selon moi, d'arrêter ce mouvement-là, c'est d'être à la hauteur des réformes qu'on doit faire. Je pense que ce qui pousse les gens, je pense que l'être humain est en fait n'est pas construit que pour vivre dans la peur ou avec la crainte de se voir, de ne pas avoir la solution et puis d'aller dans le mur et avec cette anxiété qui va le générer. Donc, si on le laisse dans cette anxiété-là, un jour ou l'autre, il verse dans les extrêmes. Et il va écouter les sirènes de ceux qui lui promettent des solutions faciles. Et probablement, du coup, le résultat aujourd'hui d'années d'immobilisme. Une dernière question par rapport à cette partie-là. Je dis toujours dernière parce que je continuerai bien encore 2 heures la discussion, Yvan, mais un conseil peut-être que tu as eu qui te semble utile. Tu parlais tout à l'heure justement de quelques conseils qu'on t'a donnés, que ce soit des gens de ton parti, Catherine Fonck ou d'autres, Maxime Prévost, mais peut-être aussi d'autres personnalités du monde politique déjà plus aguerries. Est-ce qu'il y a comme ça un conseil que tu as reçu, soit à l'approche des élections européennes ou même au moment de rentrer en politique, où tu t'es dit, ok, ce conseil-là quand même, c'est un bon conseil? Mais quand vous avez quelqu'un qui a énormément d'expérience et qui dit « au-delà de tout, ne change pas, ne te laisse pas influencer et ça peut quand même fonctionner », ça donne du crédit. Et donc, même si on le sait avant de commencer, quand on entend quelqu'un qui a des valeurs, comme par exemple, tu citais Catherine Fonck, qui te dit reste toi-même d'abord et avant tout, parce que tu incarnes en quoi tu crois et tu continues à le porter, je pense que ça motive en tout cas à le faire. Maintenant, il y en a eu plein des conseils. Après, donc ça, c'est un conseil qui t'a parlé. Et jusque maintenant, ça a l'air d'aller pour toi. Tu n'as pas encore l'impression de toi. Même si quand tu vas sur des plateaux télévisés, j'imagine, comme tu parlais tout à l'heure du marketing politique, tu dois peut-être des fois aussi faire attention un petit peu à des codes et qui sont malheureusement regrettables des fois. On joue tous un rôle quand même un petit peu, et c'est parfois un petit peu délicat. Alors, j'avais une anecdote comme ça, des premiers plateaux que je fais sur RTL. Alors, j'étais stressé comme pas possible. Vraiment, je tremblais de partout, mais j'essaie de me concentrer au maximum. Et puis à un moment donné, j'ai quelqu'un d'un autre parti qui est en plus un chouette gars,
Thomas Dermine pour ne pas le citer, qui dit quelque chose d'intelligent. Alors, moi, évidemment, j'opine du bonnet, quoi. Je dis, ouais, ça c'est pas mal. Pas comme si on était autolata dans une entreprise. Puis je suis rentré au parti, on m'a dit, mais tu peux pas faire ça. Tu t'imagines le crédit que tu donnes à Thomas, en l'occurrence. Bon, d'ailleurs, je suis pas toujours d'accord avec Thomas, je le place quand même en passant, mais c'est un bon gars. Et sur ce coup-là, il avait raison. M'a dit, non, tu peux pas faire ça. Parce que ça, quelque part, après, avant que toi, tu puisses gagner ce débat-là, bah, t'es déjà mal barré. Et est-ce que c'est justement pas... Est-ce que c'est juste... Évidemment, ça se passe effectivement dans ton parti, ça se passe dans tous les autres partis, évidemment. Mais est-ce que ce sont pas justement ce genre de... Comment est-ce que je dirais, ce genre de jeu de rôle dans lequel du coup on est obligé de se placer, qui font que le citoyen finalement il en a un petit peu marre. C'est une tension. En même temps, c'est la réalité. Donc c'est une tension très très compliquée. J'ai pas la solution à ça. Je sais même pas ce qui marche, in fine. Mais ce qui est sûr, c'est que si on n'est pas élu, on peut pas porter nos projets. Ça, c'est sûr. Et donc, du coup, t'arrêtes de... J'arrête de filer du bonheur, parce que je me dis, bon, même s'il est très bon, il faut quand même que j'ai quand même quelques voix, sinon... Et non, c'est pas... Est-ce que justement, le citoyen... Non, je sais bien. Je crois pas. Tu essayes de rester quand même toi-même. On essaie de continuer à le dire. Je dis, voilà, ça m'est encore arrivé dans un débat. Même quelqu'un du MR, dans le dernier débat, qui disait, ah, mais là, ce que M. Roussera dit est tout à fait correct, etc. Et donc, ça arrive quand même encore. Et je pense que c'est sain que ça arrive encore. Bien sûr. Et je pense que... Est-ce que ça arrive trop peu, tu crois? Je pense que ça arrive un petit peu trop peu. C'est quelque chose qu'on devrait peut-être mettre plus en avant. Moi, j'ai été étonné de voir, il y avait eu un moment, Alexia Bertrand, qui est aussi une personne de qualité, qui était à l'interview après une nuit blanche à travailler, qui était à l'interview le matin avec les chiffres, chez non, Thomas Buxon. Le budget. Et puis Thomas Buxon lui demande quel est le chiffre du budget. Elle est secrétaire d'État au budget, et la blanc, elle n'arrive pas à répondre. Puis elle s'est fait dézinguer sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait un post à ce moment-là parce que je trouvais que ça n'avait aucun sens, en fait. Je veux dire, ça arrive à tout le monde. De son fauteuil, moi aussi, je sais répondre à tous les quiz. Je sais presque même chanter, dont on ne connaît pas les paroles, là où je ne sais pas trop quoi. J'arrive presque même à chanter, alors que je suis sûr qu'en plateau, je n'en ferai pas une. Donc, il faut quand même aussi être conscient qu'on reste des hommes et des femmes, que c'est hyper stressant d'être devant une caméra, que quand on est crevé, on a peur de dire une bêtise. Ça peut tout à fait être humain, simplement de dire, écoutez, et je trouvais ça même, à la limite, humble et fort de sa part, de dire, ben, je savais quoi, je vais rentrer. Je vais aller vérifier le chiffre et je vous le vérifierai, enfin, je vous le donnerai directement. Et en fait, elle est sortie du plateau, elle le connaissait, le chiffre. Mais je crois que voilà, il faut aussi se rendre compte qu'on n'est pas des machines, quoi. On n'est pas des machines. Effectivement. C'est beau, Yvan. En tout cas, le podcast Positive Changemaker s'appelle pas Positive Changemaker pour rien. Déjà, avant d'enregistrer ce podcast, on avait déjà pu un peu échanger sur ton état d'esprit. Et puis bon, se lancer aussi en politique, comme tu le disais toi-même, à 47 ans, 46, peut-être quand tu es rentré chez les engagés, il faut probablement une certaine dose d'optimisme pour se lancer. Est-ce que tu as toujours été quelqu'un d'optimiste? Est-ce que c'est une caractéristique qui t'est propre ou pas spécialement? Est-ce que tu es quelqu'un plutôt de réaliste? Comment tu fais pour rester optimiste quand justement les choses ne se passent pas comme tu le souhaites? Probablement aussi tu peux nous partager, je sais pas, des petites anecdotes dans ton milieu entrepreneurial ou ici en politique. Donc est-ce que tu es un vrai optimiste tout le temps? Si pas, comment tu fais pour un petit peu te remonter le moral? Il y avait quelqu'un qui me posait la question, vous êtes optimiste, pessimiste par rapport à l'évolution du monde? Optimiste, pessimiste, activiste. Moi, mon énergie, elle vient de l'action. Alors, est-ce que ça va réussir, pas réussir? En fait, je m'en fous complètement. Enfin, je m'en fous pas. La seule chose sur laquelle je peux agir, c'est pas de savoir. Je peux pas agir sur comment ça va se terminer. La seule manière, c'est de l'influencer. Et pour l'influencer, c'est en étant dans l'action. Donc, activiste. Plus que pessimiste ou optimiste, activiste. Tu l'es devenu ou tu l'as toujours été? J'ai toujours été. Et je pense que quand on est activiste, quand on se bat pour quelque chose, quoi qu'il arrive, alors on réussit pas chaque fois, parfois on se plante, hein, ça fait partie du truc. Mais en fait, moi quand je me plante, j'oublie assez vite en fait. Donc ça me permet de... C'est une lesson learned, comme on dit en anglais. C'est vraiment un truc, enfin, je ne vois pas vraiment comme un plantage en fait. J'avance. C'est l'état d'esprit d'un entrepreneur, effectivement. C'est l'état effectivement. d'esprit d'entrepreneur, je pense, mais c'est l'état d'esprit de... Enfin, c'est aussi la chance que moi j'ai probablement eue et qu'on devrait tous essayer de donner, c'est-à-dire avoir la confiance de se rendre compte que quand on rate, c'est pas le fond de ce qu'on est comme personne qui est remis en question. On a raté un truc. Je sais pas, moi, j'ai raté un tir au foot. C'est pas pour ça que tu es une mauvaise personne. C'est ton tir au foot qui est raté. Je veux dire, tu as raté un examen. L'échec ne nous définit pas. L'échec ne nous définit vraiment pas. Et ça, c'est fondamental. Et quand tu étais plus jeune, est-ce qu'il y a eu des moments où tu étais vraiment ce Yvan activiste, quand tu étais étudiant, ou pas spécialement, ou c'est peut-être quelque chose qui est resté là en lame de fond et qui se dévoile aujourd'hui? Est-ce que tu as une anecdote en particulier? Activiste dans tout. Je veux dire, activiste dans tout. Moi, j'ai toujours été...
Enfin voilà, je suis toujours hyper engagé, passionné. En fait, je suis un gars passionné, je pense. Si je vais me définir, je pense que je suis quelqu'un de passionné avec les défauts et les qualités que ça peut engendrer. Voilà, j'ai joué plein de sports. Souvent, je suis plutôt derrière au milieu et je parle beaucoup sur le terrain. Alors, ça peut énerver certains. Tu fais ça, fais ça, fais ça. Voilà, parfois j'ai raison, parfois j'ai tort, mais au moins je suis engagé à 200% sur le terrain. Ils se foutaient de moi. Quand mes enfants se sont mis au hockey, je m'y suis mis aussi. Après chaque match, les genoux en sang. Et l'équipe se foutait tout le temps de ma tête en disant mais toi, tu peux pas terminer un match sans être blessé quelque part. Ben, ça, c'est oui, parce que je suis engagé à fond dans ce que je fais. Et c'est ça qui m'amuse. Tu vas à 200%. Le faire à moitié, ça me plairait pas, quoi. Et pour ce qui est de la politique, c'est vrai que j'ai quand même été conseiller communal à 18 ans. Ah, okay, donc oui, en fait, à l'époque, une information effectivement que j'avais lue, mais qui m'a échappé. Tu fais voilà. bien Et donc ça, j'ai toujours été passionné par la chose publique aussi, en me disant mais comment est-ce qu'on peut faire avancer ce monde, etc. Et tu as exercé ce mandat jusqu'à la fin de la législature? J'ai pas été jusqu'au bout parce que donc j'avais 18 ans, puis j'ai terminé mes études, puis je travaillais chez McKinsey, je suis parti à l'étranger, je me suis dit je vais pas garder mon mandat. De toute façon, je voulais pas en faire une carrière à ce moment-là, et je me suis rendu compte que j'étais pas assez solide que pour être politique à ce moment-là. Et tu te souviens à 18 ans, comment se fait-il que tu t'es lancé sur une liste électorale? C'est assez rare quand même à cet âge-là. Parce que j'étais passionné par la politique depuis quelques années. Enfin, je vais pas dire depuis toujours, parce que au début, on commence quand même par d'autres passions que celle-là, mais depuis très longtemps, et que du coup, je me suis dit aussi à un moment donné, je vais me présenter. Et puis, il faut reconnaître que quand on a 18 ans, on a un très bon produit marketing. Hein. D'abord, on a des potes qui ont du temps, qui peuvent distribuer et tracter. Et puis, on a plein de personnes, dont des personnes plus âgées, qui disent « Oh, c'est chouette, un petit jeune, je vais le soutenir. » Donc la graine était quand même déjà là. C'était l'occasion. La graine était là. Mais par contre, le sentiment vraiment que j'étais pas prêt à ce moment-là. J'étais pas prêt humainement, j'étais pas prêt intellectuellement, je pense, pour faire une carrière politique. Comme quoi, nos rêves, entre guillemets, nous rattrapent toujours, dit-on souvent. Voilà. L'inspiration, tu es quelqu'un évidemment aussi qui a besoin, je pense, d'être inspiré soi-même pour pouvoir agir, pour pouvoir porter tes combats. Quelles sont un petit peu les sources d'inspiration, que ce soit peut-être des personnes de ton entourage, que ce soit des valeurs, que ce soit peut-être des livres, des personnalités? Quelles sont un petit peu les sources d'inspiration qui t'aident à de garder un petit peu cette niaque que tu as? Alors, clairement, lire, on pourrait lire toute une vie. Hein. Je veux dire, il y a tellement de livres, intéressants qu'on pourrait lire toute une vie. Moi, j'ai le défaut de ne pas lire très très vite parce que... Enfin, quand je dis un roman, je le lis vite, mais quand je lis autre chose qu'un roman, je lis très lentement. Et donc ça, c'est un peu compliqué parce que je veux le retenir et vraiment retirer quelque chose. Donc je surligne, je mets des notes. Ah oui, carrément. Et donc je suis lent pour ça. Donc j'arrive pas à lire la moitié ou le tiers. Et tu retournes dans le livre du coup après? Je retourne dans le livre, ouais. Ah, si tu prends les livres qui sont ici autour de moi, ils sont tous croqués avec des post-it et des bazars. Parce que quand j'ai une idée, quand il y a un truc ou parfois une phrase simplement qui me parle, j'essaie parfois d'y retourner. Après, ce qui m'inspire le plus, ou le plus mon moteur, ça va paraître vraiment niais, mais je pense que c'est mes enfants, en fait. C'est en regardant mes enfants que je me dis, mais ok, qu'est-ce qui a du sens pour eux, qu'est-ce qui a du sens dans la vie, en fait, voilà, qui ramène à l'essentiel, en fait. Moi, fondamentalement, je crois que c'est ce qui m'a évité, quelque part, de devenir quelqu'un que j'avais pas envie de devenir. C'est un miroir finalement, peut-être. C'est un miroir parce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils en pensent eux de ton engagement politique? Alors ils voient ça comme normalement comme les enfants, c'est-à-dire qu'ils savent critiquer ce que fait leur père, et je pense que c'est très sain. D'un côté, je pense qu'il y a parfois un tout petit peu de fierté, parfois un peu de honte. Parce que je me suis tapé la honte hier, je faisais un live Insta et j'arrivais pas à allumer mon Insta, et puis voilà, ils se sont foutus de ma gueule pendant toute la soirée en disant t'es quand même vraiment qu'un vieux capable. Et donc ça fait partie des trucs. Ça fait plaisir, tu peux compter sur eux. Ouais, ils sont toujours là pour ça, mais ça fait du bien parce que ça ramène sur terre, et voilà, je pense qu'on aime échanger, et en même temps c'est pas leur vie, et je trouve que c'est très bien que ce soit pas leur vie, et je pense pas qu'ils seront politiciens, et je trouve ça très bien, ou pas, ou peut-être, qui sait, je n'en sais rien, mais en tout cas ils suivront leur voie, quoi. Yvan, j'aime toujours bien à la fin du podcast, que ce soit des entrepreneurs ou des hommes et des femmes politiques, leur donner une baguette magique. Alors maintenant, tu es homme politique, donc peut-être que tu peux en faire un peu plus avec cette baguette magique, mais il y a deux baguettes. Il y a la première baguette qui est plutôt, on va dire, réaliste, c'est-à-dire tu peux changer une seule chose au niveau sociétal. Qu'est-ce que tu changerais? Deuxième chose, du coup, tu as une baguette plus magique. Donc là, vraiment, tu as droit, on va dire, à un souhait idéaliste.
Et là, l'idée est plutôt d'essayer de comprendre un petit peu de quel monde tu rêves finalement pour tes enfants. Tu le disais toi-même, mes enfants sont un moteur et c'est, je pense, humblement pas du tout niais effectivement de l'avoir comme objectif. Les enfants sont évidemment la raison pour laquelle nous faisons pas mal de choses. Ce sont les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Donc 2 questions. La première, la baguette plutôt réaliste. Tu peux changer une seule chose qui doit être faisable, donc peut-être même au sein de ton mandat comme député européen ou pas, parce que voilà, peut-être qu'on t'appellera dans un gouvernement, Yvan, et il faudra faire des choix à ce moment-là. Et la deuxième question, la baguette magique. Tu commences par laquelle? Alors, on va commencer par la réaliste, hein, on va le prendre dans l'ordre. La baguette réaliste, c'est-à-dire la baguette concrète, je vais parler d'un truc hyper boring, hyper ennuyeux. On coupera. Qui est la comptabilité. Ah oui, on coupe. Ouais, fini, stop. Non, je crois que si d'un point de vue systémique, si aujourd'hui on avait la capacité pour chaque bien que l'on consomme de savoir exactement quel est son impact sur l'environnement, eh ben, je pense qu'on ferait un bond de géant en avant. Et aujourd'hui, on a les systèmes qui nous permettent de le faire. C'est juste que c'est un gros changement à faire. Mais comme individu, si on savait que ce micro, c'est X grammes de CO2, par contre, j'avais le choix d'acheter un autre micro juste à côté qui est Y grammes de CO2, eh bien, et peut-être qu'on pourrait d'ailleurs le monétariser, cette différence, eh bien, on pousserait l'être humain à être beaucoup plus inventif, beaucoup plus intelligent que pour améliorer la transition climatique et gagner le combat climatique. Je pense qu'en fait, on est largement assez intelligent, mais que le système ne nous pousse pas à utiliser cette intelligence à bon escient, entre autres parce que l'on ne sait pas. Or, on fait ce que l'on mesure. Et à partir du moment où on est incapable de mesurer, on est incapable de savoir combien ce micro a généré de grammes de CO2, eh bien, on est incapable ou on n'est pas poussé à améliorer la manière dont on a fabriqué ce micro. Et donc, il y a une chose que je pouvais changer, et on a vraiment raté le coche à un moment donné dans l'histoire de l'humanité par rapport à ça. Si on pouvait revenir en arrière et ou simplement le refaire différemment, c'est la comptabilité, entre autres, de toutes les externalités. Je pense le carbone, parce que c'est ce qu'il y a de plus compris aujourd'hui, et voilà. Mais qu'au moins, au niveau carbone, on sache exactement ce qu'on est en train de faire et on puisse le mesurer et agir dessus. Je me permets de prendre la balle au bon, parce que le destin est bien fait, parce que je devais te poser la question et elle m'a un peu échappé, car le dernier épisode, qui du coup sera déjà sorti au moment où ce podcast sortira, est avec un entrepreneur un architecte qui a lancé sa propre société d'architecture durable. Et justement, je lui ai demandé en fin de podcast quelle serait éventuellement une des questions que je pourrais, ou une des idées que je pourrais proposer aux prochains invités politiques. Et donc tu es le premier. Et justement, le hasard est bien fait, car il me parlait de quelque chose de très similaire et il allait un peu plus loin. Tu parlais de l'impact environnemental que ont nos biens de consommation. Lui, son idée, alors c'est pas que la sienne, évidemment, on est beaucoup à en parler, c'était de taxer justement nos produits de consommation en fonction de leur impact environnemental. Est-ce que là, c'est une idée qui te parle, qui vous parle peut-être chez les engagés, surtout au niveau européen, c'est à ce niveau-là plutôt qu'il faudrait discuter de ce genre de choses? Bien sûr, c'est pour ça que je me fais au niveau européen. Alors, pour pouvoir taxer, j'aime pas le mot taxe parce que les gens n'aiment pas le mot taxe, pour pouvoir tenir compte du coût réel qu'a notre comportement, notre consommation sur la nature et qu'on va payer d'une manière ou d'une autre, hein, simplement en inondation, en feu de forêt, en sécheresse, etc. Donc pour pouvoir tenir compte de ce coût, il faut le connaître. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec la personne qui me précède, mais il y a un enabler, il y a une étape avant, en fait. Il faut d'abord qu'on sache pour qu'on puisse agir. Et une des manières d'agir sera en effet de tenir compte de ce coût-là. Ça, c'est vraiment... ça va prendre du temps. Mais pour ça, il faut déjà qu'on sache. Tant qu'on ne sait pas, on ne pourra pas taxer. Effectivement. Tant qu'on ne sait pas, on ne pourra pas considérer le coût. Tant qu'on ne sait pas, on ne pourra pas, ne fût-ce que humainement, simplement être conscient de l'impact de notre manière de fonctionner et donc d'orienter la manière dont on fonctionne, simplement parce qu'on ne sait pas. Donc la première chose, c'est de savoir. Une fois qu'on saura, on pourra mettre en place que ce soit un coût, que ce soit simplement une conscientisation, que ce soit, etc., que ce soit un label climat score ou j'en sais rien. Mais tout ça ne pourra être possible que le jour où on saura. Donc commençons par savoir. On est des aveugles, des incompétents de toutes nos externalités. On les envoie, on n'en a rien à foutre et on laisse les autres se débrouiller avec. Et ça va pas en fait. Donc c'est ça qu'il faut changer en premier. Parfait. Et je pense que c'est réaliste. On suivra ça du coup de tout près. Alors, et sa baguette idéaliste? Alors la baguette idéaliste... De quel monde tu rêves finalement pour tes enfants? Je pense que pour ceux qui ont peut-être entendu Pedro Correa qui avait fait un discours à l'université. Voilà. Oui. Ouais.
il nous explique, et je pense qu'il a raison de nous rappeler ça, que l'être humain n'est pas fait que de matière, qu'on est largement fait d'immatériel et qu'on est devenu des champions de la matière. Et c'est très chouette. Je trouve ça très, très positif qu'on soit des champions de la matière. On est des champions pour remplir, et encore, peut-être pas de manière assez inégale, mais en tout cas, en somme, on est champions pour faire la base de la pyramide de Maslow. Par contre, tous les étages supérieurs, mais qu'est-ce qu'on est mauvais. Qu'est-ce qu'on est mauvais. Et de nouveau, peut-être parce qu'on ne le mesure pas assez dans nos outils matériels, mais on ne se rend pas compte que l'être humain est autant immatériel que matériel. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais on est l'un et l'autre. Si vous prenez un nouveau-né prématuré, vous le mettez dans une couveuse, il est au chaud, on veille à le nourrir correctement. S'il n'a pas le contact humain, ce bébé va dépérir. Si demain on n'a plus de contact humain, on dépérit. Et donc je crois fondamentalement que redonner sa place, la juste place, et qu'on arrive tous, en termes de prise de conscience, à donner la juste place à l'immatériel et à ce besoin-là, je pense que c'est fondamental. Si à l'hôpital, j'avais eu les mêmes soins techniques, mais que j'avais pas eu une ou deux personnes, quand je me suis pété la jambe il y a 2 mois maintenant. Oui, on l'aura vu dans ta vidéo de campagne, voilà, qui a dû être tournée malheureusement. Voilà, on a dû la refaire pour tenir compte de la réalité. Ben, chaque matin, il y avait une infirmière qui venait, qui me ramenait de l'humain dans cette chambre aseptisée. La valeur de cette personne est tout aussi grande que les médicaments, le paracétamol et tous les autres que j'ai pu avoir. Donc, bienveillance humaine. La bienveillance humaine, c'est ce lien, ce besoin d'amour. Ça paraît con de dire, parce qu'on n'a plus le droit de dire le mot amour, mais je pense que c'est tabou ça aujourd'hui. Mais non. Mais le lien fraternel, le lien à la nature, je pense qu'on est fait aujourd'hui, et qu'on est d'ailleurs... je pense qu'on est vraiment encore... Alors là, on arrive dans des choses peut-être plus métaphysiques, mais je pense qu'on ne se rend même pas compte qu'on est fait d'ondes aussi, et qu'on émet des ondes, et qu'on est responsable aussi de ces ondes que l'on émet. Et donc je pense qu'une reprise de conscience de cette pan de notre réalité, qui est le pan immatériel, serait vraiment salutaire pour l'humanité. Yvan, on touche tout doucement à la fin du podcast, même si on pourrait continuer encore des heures probablement. Mais il faut bien commencer à clôturer tout doucement, et j'aimerais bien clôturer par 2 questions. La première, elle est plutôt liée à l'engagement, alors plus particulièrement à l'engagement en politique. Du coup, je m'explique. Beaucoup de personnes qui écoutent nos podcasts, que ce soit donc des auditeurs ou même des personnes qui t'ont précédé, sont des personnes qui partagent toutes et tous cette volonté d'avoir un impact, cette volonté de ne pas rester les bras croisés, cette volonté de se retrousser les manches, et qui du coup chacun et chacune ont agi comme toi, peut-être aussi également en lançant des entreprises ou autres, mais plus particulièrement ici je parle vraiment d'un impact vraiment sociétal. Toi, tu t'es lancé en politique. Alors évidemment, on ne pourra pas encore parler de bilan, on pourra en parler peut-être dans un prochain podcast qui s'est dans 5 ans avec grand plaisir. Pourquoi pas. Mais à ces gens-là qui hésitent peut-être à un moment donné de s'engager justement en politique, on est à 1 an des élections, qu'est-ce que tu as envie de leur dire à toutes ces personnes qui ont envie d'agir, mais qui restent très loin du monde politique pour toutes les raisons dont on a pu discuter? D'abord, je peux dire que je les comprends, et que tout le monde n'est pas fait pour aller en politique. On n'est pas tous faits pour faire la même chose, et je pense que c'est normal aussi que beaucoup de gens aient peur et n'aient pas envie de prendre ce risque-là, parce que simplement la vie ne leur permet pas ce moment-là, et peut-être qu'ils ne sont pas faits pour ça. Je pense qu'il n'y a pas qu'une manière de faire de l'impact. Tout comme il n'y a pas une seule manière de faire de l'entrepreneuriat. Je vois ici, mon épouse, elle a un petit magasin de vêtements. Son objectif n'est pas du tout de faire une chaîne. Ben non, vu que le propre et le bien-être de ce magasin de vêtements, c'est elle et le contact qu'elle peut avoir avec ses clientes et la capacité de les orienter. Donc c'est une manière de faire du business qui a tout à fait du sens. Moi, la mienne, c'était de faire des grandes entreprises et de les démultiplier. Voilà, chacun a son truc, et je pense que chacun à sa place, on peut avoir du sens par rapport à ça. Donc, certainement pas tout le monde en politique. Par contre, je pense que tout le monde est politique, fait de la politique, ou dans le sens noble du terme, chacun à sa place, et qu'il faut quand même aussi des politiques. Et donc je pense qu'il faut un regard bienveillant, pousser ceux qui semblent le faire de manière positive. Je pense qu'on a vraiment besoin. En fait,
c'est marrant parce que le jour où je suis devenu politique, les gens commencent à me regarder différemment. Mais moi, je suis toujours le même gars, en fait. Je veux dire, et en plus, je suis pas connu, donc, enfin voilà, je suis un petit peu connu parce que je suis manager de l'année, 2-3 trucs, mais je suis pas très connu. Et donc, c'est un vrai pari, quoi. Donc, ce qui est sûr, c'est que seul, j'y arriverai pas. Donc, il faut aussi un peu de soutien. Oui, parce qu'il faut renouveler le monde politique, justement. On parlait de limitation de mandat, etc. Donc, j'entends effectivement. Je ferai pas le score de Di Rupo, quoi. Je veux dire, Di Rupo, il a construit une base. En plus, il arrive à aller sur TikTok et tout le monde trouve ça super drôle. Donc, il fera beaucoup plus de voix que moi. Mais j'ai besoin, s'il y a des gens qui pensent que je peux aider, j'ai besoin de soutien. Donc, je pense que moi ou d'autres, peu importe, hein, mais vraiment, je pense avoir quand même un biais positif. Faut garder. Si on s'occupe pas de la politique s'occupe de nous. Donc, je pense qu'il faut garder un biais positif, même si je peux très bien comprendre et qu'il y a 36 000 manières d'avoir de l'impact. Je pense que l'impact, le changement de mentalité, la baguette magique idéaliste dont on parlait tout à l'heure, tout à fait, oui. C'est chacun dans nos vies, à notre place, qu'on peut apporter sa petite pierre par rapport à ça. Et une autre manière d'apporter sa pierre, c'est d'aller en politique. Mais voilà, c'est pas la seule. Ok, je m'attendais honnêtement à une autre réponse. Je pensais que tu dirais peut-être allez-y, foncez, on a besoin de vous. Non, je le dis, mais ça je le dis tous les jours parce que je vois des gens tous les jours. J'ai des gens tous les jours pour les convaincre de s'engager. Non, il en faut vraiment, et c'est ce qu'on fait, hein, parce qu'on en a été en chercher beaucoup. Et c'est parfois frustrant de voir que surtout les femmes en fait ne sont pas prêtes à s'engager, mais en même temps je le respecte. Ce que je peux le comprendre, en fait. Oui, effectivement. On ne va pas ouvrir le débat des femmes en politique, parce que sinon on est lancé. Du coup, tes projets pour la suite, les élections européennes sont, rappelle-moi, au mois de... 9 juin. 9 juin prochain. D'ici là, j'imagine que la campagne va battre son plein. Tu vas probablement effectivement essayer d'être un petit peu partout, faire des toutes boîtes, etc. Sur quelle plateforme est-ce qu'on peut te suivre? Sur quelle plateforme est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'il y a peut-être des rendez-vous que tu as envie de partager déjà qui sont Alors au niveau contenu, là où je partage le plus de contenu de fond, on va dire, ça va être sur LinkedIn. Et puis sur les autres réseaux, on s'adapte un petit peu. C'est ton développement. Tu dois découvrir encore TikTok comme Hugo Di Rupo. TikTok, je crois pas que je ferai. Si je fais, ça sera très très rapide et je crois que j'ai trop de retard par rapport à ça. Maintenant, voilà, on a des messages qui sont plus courts peut-être et parfois un petit peu plus simplifiés sur les autres plateformes parce que simplement c'est comme ça que les gens consomment sur ces plateformes-là. Mais j'ai aussi mon site internet qui est www.ivan2024.eu. Donc Ivan avec un Y 2024. L'année des élections.eu, comme Europe. Donc là, il y a tout le contenu et tous les rendez-vous, parce que c'est vrai que je regardais mon agenda après les vacances de Toussaint. Sur les 3 semaines qui suivent, j'ai à peu près quelque chose tous les soirs. Donc ça va être chargé. Et je pense que ça vaut la peine. Alors c'est parfois frustrant, parce qu'on va à des trucs où il n'y a que 5 ou 6 personnes, mais c'est chouette, on les rencontre. Rien ne vaut, au-delà du discours, un contact les yeux dans les yeux. En tout cas, moi, j'ai toujours cru que c'est, par exemple, pour engager des gens dans mes boîtes, c'est vraiment le contact et le fait d'être physiquement avec la personne où j'avais un sentiment de dire, voilà, cette personne-là, elle correspond pas, elle me parle ou elle me parle pas. Donc rien ne vaut un contact les yeux dans les yeux. Donc j'invite tous les auditeurs à venir à une conférence, que ce soit de moi ou des autres politiques, simplement pour pouvoir se faire leur propre idée sur ce qu'on porte et ce qu'on a envie de défendre. Magnifique. Yvan, on n'hésitera pas en tout cas du coup de suivre tes aventures de très près. Je te remercie pour 7 heures plus ou moins de discussion authentique, positive également. On garde quand même, on sent très fort et ça se transmet ton côté passionné, comme tu le disais, avec ses avantages et probablement de temps en temps ses inconvénients. Mais voilà, un tout grand merci pour ton temps. Merci et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Et c'est déjà la fin de ce 16e épisode de Positive Changemakers. Merci à vous pour votre fidélité. Si cet épisode vous a plu, évidemment partagez-le autour de vous ou notez-le également sur votre plateforme de streaming préférée. Ça nous fait toujours très très plaisir. Alors Yvan, vous le savez, était mon premier invité politique. Rendez-vous du coup en janvier pour le prochain épisode où je recevrai cette fois-ci une femme politique. Abonnez-vous au podcast, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être sûr de ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt, passez des belles fêtes et à en janvier. Ciao!